Oui, bonjour, je suis Marie-Vonne Curtis, ethnologue, chercheure enseignante au MASDEL, Master en développement local. Et aujourd'hui, si vous voulez, le thème que je propose de présenter est tiré de mon expérience acquise lors de la riposte contre Ebola, qui a été menée en Guinée-Maritime entre 2015 et 2016. Et aussi, c'est tiré de mes observations actuelles depuis l'épidémie de Covid-19. Alors mon objectif est double en fait, c'est rappeler d'une part le trajet, le circuit de contamination du virus, appelé aussi Covid-19, et d'autre part de montrer comment ce virus fait son nid dans nos pratiques de sociabilisation, surtout qu'elles soient habituelles ou encore anodines. Alors la première question, ou le premier exemple que je peux vous donner, c'est surtout un exemple d'un circuit de contamination. Par exemple, en Guinée, le premier cas de Covid-19 est importé de Belgique-France et confirmé en date du 12 mars 2020 environ. Alors à partir de là, j'ai, comme moi-même, pris l'avion le 10 mars, je me suis dit ce serait bien d'imaginer la chaîne de personnes proches que je pouvais contacter et qui pourraient être contaminées, sachant que le taux de contamination est élevé. On dit, les médecins le disent bien, docteur Keta l'a rappelé, pour une personne infectée, en présence de 100 personnes, c'est 2 à 3 personnes de contact à peu près. Donc si, prenons l'exemple de ce trajet en avion, on peut dire que établir la chaîne des contacts possibles, je quitte la maison où je laisse à peu près deux membres de la famille, sachant que je les embrasse et tout, je prends le taxi, le chauffeur porte mes bagages, je m'avance vers la couverture des bagages, un autre employé, et ensuite je vais au guichet où je remets mes passeports, je passe les services sécurité de police, et ensuite je me trouve dans la salle d'attente, déjà avec un nombre de passagers assez important, et dans l'avion, environ 200, peut-être plus de passagers. Donc ainsi, cet exemple bénin, quotidien, je vais dire, nous montre comment j'ai été en présence de plus de 300 personnes en l'espace de 5 heures, disons, et que j'aurais pu être en contact avec au moins 6 à 9 personnes. Donc ça montre bien un peu comment nous sommes vraiment entourés peut-être par le virus sans le savoir, puisque nous n'avons pas les symptômes. Et dans un deuxième temps, j'aimerais maintenant parler plus des gestes, des rationalités, enfin des interactions que l'on a en Guinée par exemple. Une fois en Guinée, les risques de contamination sont encore plus élevés, car le danger se trouve, si vous voulez, dans les gestes ordinaires de nos interactions. On peut citer les marques de respect qui sont fondamentales lors des salutations d'usage, par exemple la poignée de main, l'accolade, les gestes d'attention, d'affection envers nos proches, tout ce qui fait le quotidien ordinaire de la sociabilité guinéenne. D'ailleurs, j'avais mis un accent particulier dans mes travaux de recherche sur justement comme une anthropologie des salutations qui est vraiment fondamentale dans le pays si l'on veut au moins avoir des relations, des échanges avec les personnes. Alors, ces salutations tactiles, je peux les transmettre par exemple à ma famille, aux voisins, aux amis à qui je rends visite. Et si l'idée me vient d'aller à l'intérieur, par exemple du pays à Kindia, voilà, je peux aussi contacter d'autres personnes. L'on peut donc comprendre que toutes ces personnes contacts sont exposées. Alors, de fait, le Covid-19 vient remettre en cause le fait que l'homme est un être social par excellence. Il se réunit en assemblée, il va à des rencontres, il prend des transports collectifs, les marchés journaliers, ça a été bien indiqué tout à l'heure, et surtout même dans les familles, il cohabite à plusieurs familles, voire proches, dans une concession, et ce qui explique les difficultés justement de pouvoir retenir ce virus. La riposte contre le Covid-19 exige cependant des Guinéens et des Guinéennes qui doivent lutter contre cette sociabilité qui les caractérise si bien.
Dans les sociétés du Nord, il est plus aisé de limiter ses contacts, car depuis longtemps, les Occidentaux marquent une certaine distanciation les uns envers les autres. Alors, mais ce qu'il est important aujourd'hui, et ça fait l'objet de ma troisième partie, c'est la nécessité de se faire violence temporairement pour éviter de reproduire ce que nous faisons par habitude sans y prêter attention. Donnons des exemples qui ont déjà été cités. Par exemple, on nous demande de nous laver constamment les mains. Pourquoi? Pour éviter justement de se toucher le visage, le nez, la bouche, les yeux, qui sont des zones de contact et qui peuvent facilement contaminer les autres. Limiter le contact aussi avec les autres personnes, en se mettant à distance des membres de la famille, ce qui peut paraître difficile, mais c'est possible, des voisins, des amis, des collègues de travail. On nous demande aussi d'éviter de toucher dans les lieux publics les objets présentant un danger de contamination, que je qualifie ici d'objet contact. C'est vraiment une notion nouvelle, parce que jusque-là on parlait de personnes contact, mais ici il y a des objets contact que l'on touche constamment dans la vie quotidienne, que ce soit des vêtements, des sacs, des boîtes en carton, en plastique ou même en acier, comme les poignées de fer dont on nous parle, les barres de chariot, et aussi tout ce matériel que nous utilisons tous les jours, mais dans les lieux publics, comme les téléphones, les écrans tactiles, les télécommandes, sont des objets aussi contacts et qui sont des vecteurs de transmission du Covid-19. Donc, il nous faut recommander une nouvelle forme d'isolation dans un lieu restreint, certes, comme la maison, et prendre ensemble les précautions pour empêcher la contamination des sujets bien portants. On parle alors de quatorzaine, une isolation de 14 jours, minimum ou au plus. Et je terminerai un peu mon propos en disant que c'est notre rôle à tous, acteurs sciences sociales ou même acteurs tout court, citoyens, d'être solidaires des membres de la famille, des proches et de tout ce qui nous entoure, en donnant des conseils, soit directement, mais aussi par téléphone. Et c'est des cas déjà que nous pratiquons, notamment avec de la famille qui se trouve à l'étranger et qui se trouve en confinement. Et en sensibilisant le plus possible sur les risques, les mesures préventives, les consignes à suivre. Et proposer bien sûr des mesures d'accompagnement pour fournir un soutien psychologique à toutes ces personnes vulnérables ou qui sont devenues vulnérables du fait de leur isolation. Merci.